ici pour parler de la non-violence et aujourd'hui c'est pratiquer la non-violence. Et de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va un peu partager qu'est-ce qui, chacun de nous a amené à la non-violence dans nos vies, quels sont les événements et comment est-ce qu'on y est arrivé. Et puis, un peu expliquer ce qu'est aussi la communication non violente et comment est-ce qu'elle peut être pratiquée au niveau personnel, au niveau relationnel, mais aussi dans la pratique de thérapeute. Comment est-ce qu'elle peut être apporter quelque chose de vraiment porteur dans la thérapie. Et puis, on terminera par un petit exercice autour de la non-violence. Voilà. Alors, Merci Gaëtan, est-ce que invité. oui, tu veux te présenter un petit peu? Oui, donc je suis thérapeute, acupuncteur énergéticien et je pratique la thérapie holistique aussi. C'est-à-dire c'est une base de... c'est comme du Reiki, si on veut, un peu plus élaboré. Euh, et l'approche thérapeutique, c'est sur une base d'IFS, Internal Family System, et de constellation familiale, et beaucoup de communication non violente, en fait, parce que c'est vraiment la base pour s'adresser à la personne, et puis oui, pour déceler aussi, pour déceler les mécanismes qui pourraient être des obstacles à, à l'évolution, à la transformation des blessures, en fait. Et puis, je suis professeur d'aïkido aussi. Et puis, je me forme maintenant à la permaculture et à la naturopathie. Mais c'est assez récent, donc je débute. Oui, on sent qu'il y a toute une expérience derrière et puis déjà beaucoup de cordes à ton arc hein, quand même pour parler de tout ça. Mm. Alors moi, je suis Séverine Dourson, je suis thérapeute humaniste et coach de vie. En fait, je suis formée aussi à la psychologie énergétique clinique qui est très utile pour tout ce qui est trauma. Et bon, quand on parle de trauma, certaines personnes ne vont pas toujours reconnaître ce que c'est le trauma, mais en fait, c'est des choses qu'on a vécues et qui bloquent encore et qui nous empêchent encore aujourd'hui d'avancer. Et on peut penser qu'il y a un blocage, donc un trauma. Et la psychologie énergétique est un soutien pour traverser tout ça et apaiser notre système en lien avec ça. Et puis, j'utilise le mouvement et la créativité en groupe avec plusieurs personnes parce que pour moi, mais je pense qu'aussi pour d'autres, ça aide à guérir beaucoup plus vite et ça imprime d'autres comportements, d'autres manières de faire dans le mouvement et c'est très rapide comme méthode. Ça aussi. Ouais, ouais. Ouais, ça me fait penser que j'ai oublié aussi de parler de l'analyse bioénergétique, qui est aussi à la base de la thérapie dont je pratique, et qui, elle, est vraiment basée sur les 5 blessures fondamentales. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les 5 grandes blessures qu'on va retrouver dans les premières années de vie. Et effectivement, euh, il s'agit vraiment de blocage parce que c'est un lien d'amour qui a été coupé d'une certaine manière. Et, euh, et à partir de là, va en découler certaines croyances par rapport à la vie, l'amour, qui je suis, comment est le monde, etc. Et en découle toute une structure, une posture énergétique. Donc, on va vraiment avoir une structure, on parle de structure caractérielle, qui est une défense, qui est liée à un espèce de blocage de l'énergie de vie qui a besoin de circuler, en fait. Euh, ouais. Donc, voilà, je pense que c'est intéressant de voir les choses sous cet angle-là aussi, et d'en parler. Peut-être que ça reviendra plus tard. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr, le mouvement, c'est important.
Mhm. Est-ce que tu veux commencer par nous partager un peu de ton parcours, là, de ce qui, chez toi, t'a amené à cette non-violence et à la pratiquer, pas juste à y penser, mais à chercher à l'intégrer dans ta vie, dans tes cellules, dans ce que tu fais? Ouais, ouais. Ben oui, moi, j'ai un parcours qui a ceci de particulier que j'ai une maman qui est psychologue et un papa qui, euh, qui lui, a eu des, comment dire, qui a eu des soucis avec la justice pour des histoires de violence physique. Et, euh, et en fait, donc j'ai été amené à me poser la question de quelle est la violence et où je me place par rapport à cette violence physique, mais aussi par rapport à cette violence psychologique que j'ai pu ressentir. Après, j'aimerais souligner qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir. Donc, ni moi, je vais porter la culpabilité de la violence que j'ai ressentie, ni je vais porter à mes parents ou à qui que ce soit la culpabilité de quoi que ce soit. Sachant d'ailleurs qu'on peut souffrir d'une chose de par sa fonction réelle ou de par sa fonction ressentie, en fait. Et que on n'est jamais coupable, mais on est toujours responsable. J'aime bien rappeler ça, que en fait, on a toujours l'occasion de donner réponse euh, mais que la culpabilité ne servira jamais à rien. Donc voilà, ça je voulais préciser. Euh, mais voilà, ça m'a amené à me poser des questions, à me positionner moi-même, et puis par rapport aussi à la société et au dysfonctionnement, enfin, ce qui selon moi est un dysfonctionnement, euh, et à l'école aussi, que j'ai vécu, bah, comment dire, qui pour moi, il y avait pas mal de souffrance par rapport à l'école. Certaines personnes le vivent très bien et sont très contents d'aller à l'école, etc. Moi, j'ai eu plus de difficultés. Et, et voilà, en fait, je remarquais, et ce qui m'a amené, voilà, c'est que suite à, voilà, là, on a parlé des différents déclencheurs, si on veut, et en fait, par rapport à ce qui m'a amené concrètement, c'est vraiment une période difficile, une période un peu sombre, un peu triste, et en fait, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, et en fait, j'ai été amené à voir que finalement, j'étais beaucoup plus marqué par cette violence qui est psychique plutôt que la violence qui a été physique durant ma vie. Et, euh, et qu'en fait, ouais, j'ai transposé euh, certaines violences vécues sur moi-même. Et en fait, par rapport à la tristesse et la colère, je pense qu'il y avait un entretien, quelque part, de cette violence par des blâmes ou par des je devrais, je dois, etc. Il faudrait que. Et déjà, là, il y a une violence, mais et même si on pourrait peut-être penser que c'est subtil, que c'est léger, mais en fait, quand ça se passe en continu, eh finalement, ça use et on finit par rentrer comme dans une certaine spirale. Mhm. Et à un moment, ça a dit stop. Et j'ai dit basta, j'ai touché ma limite et j'ai commencé à arrêter en fait. J'ai arrêté tout ce qui était nuisible, donc, en fait, à peu près tout. Donc j'ai arrêté mes amis parce que j'avais des fréquentations qui n'étaient pas toujours top, quoi. Et puis j'ai arrêté la famille. Donc problème aussi, voilà, différents soucis, mais très tôt, je suis allé habiter seul. Et au niveau de l'école, pareil, j'ai arrêté tout ce qui ne me plaisait pas en fait dans l'école et j'ai mis une vraie pause.
pour finalement me diriger vers un enseignement qui était non violent euh, et des choses qui me plaisaient. Donc j'ai arrêté d'être violent envers moi-même aussi, quoi. Et puis j'ai rencontré, ça a été par oui, des chamans, des guérisseurs, et puis par la méditation beaucoup et l'aïkido. Et puis les thérapeutes que j'ai rencontrés par la suite. À partir du moment où j'ai rencontré en fait les premiers guérisseurs et où moi, à travers ces cérémonies, etc., il y a eu le déclic où j'ai ressenti en fait quelque chose de l'ordre d'un centrage et d'un alignement. Où j'ai vu qu'en fait, ben oui, j'étais aussi la cause de tout ce qui me déplaisait dans le monde extérieur et de tous mes ressentis intérieurs. Et là, j'ai ressenti vraiment oui, un espace où en fait j'étais libre de. Déjà, il y avait une compréhension à ce niveau-là. Je me posais la question, mais tiens, mais est-ce que, comme je vois qu'il y a certaines manipulations qui ont lieu, est-ce que je devrais moi aussi manipuler pour me protéger ou est-ce que je ferais bien de faire confiance et choisir oui, l'amour et la confiance, vraiment, y compris l'amour de soi, en fait. Et, et à partir de là, en fait, le choix était très clair. C'était bon, en fait, est-ce que j'ai envie de vivre ma vie dans la manipulation et la difficulté et la protection, se protéger de tout, etc. Ou est-ce que j'ai envie de croire en l'amour, en fait, créer l'amour, créer la confiance, même si j'avais encore le doute de est-ce que ça existe vraiment, est-ce que les gens ne sont pas là par intérêt, etc. Est-ce que c'est pas comme ça que ça fonctionne? Il y a eu un choix. Et il y a eu cet espace qui a pu accueillir quelque chose de nouveau, quoi. Et c'est là vraiment où il y a eu un déclic. Oui, moi j'entends qu'il y a eu une forme de décision de créer autre chose en fait dans ta vie, hein. Ouais, ouais. Donc il y a vraiment aussi une décision. Enfin, à un moment et en même temps, c'est venu petit à petit, quoi. Il y a, Exactement. Ouais, il ouais. y a des moments cruciaux et puis il y a aussi tout ce qui se déroule. C'est là que ça a basculé pour laisser place, en fait, parce que les choses étaient déjà là, mais c'est comme s'il y avait un filtre. Il y a un filtre qui. Et genre, je reviens aux 5 blessures, là. Quand on a été blessé, on a une défense et on a un filtre qui nous empêche de voir la réalité comme elle est. Et en fait, quand je dis ce chemin était tellement clair, en fait, est-ce que je veux ça ou est-ce que je veux ça? Est-ce que je vais me rajouter des défenses, des boucliers, des carapaces et des trucs? Ou est-ce que je vais choisir de regarder clairement qu'est-ce qu'il en est vraiment? Et finalement, les choses fonctionnent de telle manière que sans souplesse, sans confiance, rien n'est possible en fait. Rien n'est possible à plusieurs, mais rien n'est possible. Je prends parfois l'image de la respiration, quoi. On ne pourrait pas imaginer respirer avec quelque chose de rigide. La respiration, c'est quelque chose de souple et d'ailleurs, il y a un proverbe taoïste qui dit tout ce qui est fragile, c'est quoi? Tout ce qui est souple et fragile va vers la vie et tout ce qui est dur et rigide va vers la mort. C'est un proverbe d'ailleurs qui, à l'époque, m'avait beaucoup marqué et je continue de le comprendre par l'expérience que j'en fais quoi, au quotidien. Est-ce que toi, tu voudrais expliquer aussi peut-être ton parcours? Oui, oui, moi je peux expliquer un peu mon parcours. Donc moi je pense, enfin, je sais pas, je pense, c'est dans ma famille, mais en apparence, tout est beau et gentil. Mais moi, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés en fait à trouver ma place, à avoir vraiment ma place. Je suis la plus jeune de la famille et c'était très compliqué pour moi de pouvoir m'exprimer et de sentir que je pouvais être respectée à mon rythme et là où j'en étais. Et la première violence, je pense que je me suis faite à moi-même, c'est
un peu comme si je devais m'adapter tout le temps aux autres et essayer en fait d'être déjà là où ils en étaient, alors que dans le développement, il y a une différence et on ne peut pas sauter au-dessus de son âge, surtout, surtout quand on est un enfant. Et du coup, c'était très compliqué pour moi d'accueillir aussi pleinement tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et une violence aussi moi que j'ai vécue, c'est j'étais dans une école locale petite où tout se passait bien. Et puis un jour, on m'a changé d'école et on m'a mis dans une très grosse école. Et du jour au lendemain, comme ça, il y a tout qui a basculé pour moi. Et je me suis retrouvée dans un environnement où les gens regardaient quelle marque de vêtements tu avais. Et si tu avais les marques de vêtements, tu pouvais faire partie du groupe, sinon pas. Et donc, je me suis vraiment sentie comme une extraterrestre. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais c'était super violent. Déjà, je trouvais cette question d'étiquetage et comment les enfants entre eux peuvent déjà, sur des bases finalement très artificielles, exclure certains et inclure d'autres. Ce qui ne m'aidait évidemment pas à pouvoir non plus prendre ma place. Donc ça, c'est un peu pour mon parcours dans l'enfance. Et moi, jeune adulte, à 21 ans, en fait, je suis partie vivre à l'étranger, en Inde, et après, je suis partie en Haïti. Et donc, j'ai vécu dans un groupe où j'ai vécu énormément de belles choses, mais il y avait aussi des aspects très toxiques au niveau du groupe qui font que moi, je suis partie de là après 3 ans et demi. J'ai quitté ce groupe-là. Et quand je dis toxique, il y avait vraiment un fonctionnement sectaire qui moi, ne me convenait plus. Et en rentrant en Belgique, je me suis rendu compte après quelques mois, parce que tant que j'étais sur le terrain, tout se passait, je vivais les choses et c'était très intense et j'adorais vivre dans les autres cultures et on avait des contacts très forts avec les familles, avec les gens dans les quartiers défavorisés où on vivait avec l'équipe. Donc tout ça, j'aimais beaucoup. Et je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait aussi eu des violences que moi j'avais vues autour dans les quartiers où je vivais, qui en fait m'avaient impactée. Et donc c'est seulement de retour en Belgique que je me suis rendu compte, après quelques mois, et après avoir fait un travail avec un thérapeute, justement par rapport à cet aspect toxique du groupe qui m'avait quand même fort frappé, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais un syndrome de stress post-traumatique qui était présent. Et la façon dont ça s'est manifesté, en fait, j'ai un jour été dans un endroit super calme, il y a un hélicoptère qui est passé dans le ciel et j'ai senti à l'intérieur de moi qu'il y a mon cœur qui se mettait à battre à toute allure, j'étais très très mal et je ne comprenais pas parce que j'étais venue dans cet endroit parce que c'était très calme et tout était calme autour de moi. Donc j'ai senti cette activation et heureusement, le thérapeute à qui j'en ai parlé était formé au syndrome de stress post-traumatique et m'a accompagnée là-dedans. Et j'ai vu comment très rapidement, en fait, en 2 séances, cette activation avec les méthodes qu'il utilisait pouvait vraiment s'apaiser. Alors ça, c'était par rapport à des violences physiques dont j'ai été témoin, mais j'ai pris conscience que le fait d'être témoin d'une violence impacte autant les personnes, même plus, que le fait d'être actif ou d'être dans un acte de violence, d'être directement une victime qui réagit. Parce que quand on est à côté, on ne peut pas, en tant que témoin, on peut être figé, on ne sait pas réagir. Et en fait, ça impacte le système nerveux. Il y a les neurones miroirs qui jouent. Il y a tout ça qui se met en place. Et donc, ça va provoquer chez la personne qui est témoin un figement et un réel blocage énergétique de tout à l'intérieur. Et ça a un impact aussi fort. Si par exemple, moi, je suis attaquée, mais que j'arrive à réagir et à avoir, que ce soit par de la non-violence, que tu pourras nous parler peut-être d'aïkido tout à l'heure, puisque c'est une pratique non-violente, ou pour me protéger, à partir du moment où j'aurai été dans le mouvement, l'impact est différent. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais l'impact est différent parce qu'on est resté en mouvement et la vie a continué. À partir du moment où on est figé, tout ça est beaucoup plus compliqué après. Il faut vraiment aller rechercher les parties de nous qui sont restées là et qui ont appris qu'elles ne pouvaient plus bouger. Et en fait, elles vivent encore
dans un souterrain, comme si c'était la guerre au-dessus, et elles ne peuvent pas sortir de leur souterrain. Mm. Et donc, il y a tout ce travail-là que j'ai pu faire. Et ben voilà, moi, mon parcours dans les autres pays, ce n'était pas par hasard, c'était vraiment un appel que je sentais depuis longtemps. Et donc, j'ai continué à travailler après dans des ONG en Belgique. Et puis, avec des projets sur le terrain aussi. Donc, ça m'arrivait de voyager de temps en temps, mais j'étais en Belgique. Et j'ai rencontré des personnes extraordinaires dans les ONG, des super collègues, beaucoup qui sont devenus des amis. Par contre, dans l'organisation, au niveau des ONG, j'ai eu plusieurs expériences où on finissait tous par se taper dessus. Pas se taper dessus physiquement, mais autrement. Et il y a un moment donné, à l'intérieur de moi, ça a fait, mais on est là, on travaille pour des valeurs humaines, humanitaires, de paix, de développement. Et puis, en fait, entre nous, on est incapable de se parler normalement. Et il y avait de plus en plus de violence institutionnelle. Moi-même, hein, un jour, dans un entretien, je me suis retrouvée à parler d'une façon franchement violente à mon propre boss. Et c'est toutes des choses comme ça où je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose qui ne va plus. Et en fait, ben, cette ONG était en pleine crise. J'ai changé d'ONG, je suis arrivée dans une autre ONG qui était en pleine crise, exactement pour les mêmes raisons. Et donc, après avoir changé plusieurs fois, moi, je me suis dit aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai commencé à me former à la non-violence, donc au départ avec Communication. C'est Étienne Chaumet qui a lancé ça et qui a mis ensemble plein d'outils liés à la non-violence pour communiquer. Et donc là, pour moi, ça a été le début d'un parcours important parce qu'au lieu d'accepter cette violence de groupe et institutionnelle, c'était vraiment maintenant, je veux descendre à l'intérieur de moi et aller voir. Et en fait, au final, maintenant, j'ai complètement quitté ce domaine des ONG, mais il y a quelque chose qui me semblait plus juste à vouloir travailler pour le monde, à faire plein de beaux projets et à sauver le monde, mais où en fait, ben, quelque part, là-dedans, on n'apprend pas à faire cette descente à l'intérieur de nous et à se dire, mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Comment ça se fait qu'est-ce qui fait dans ma propre vie que moi, je me retrouve de nouveau dans un groupe où il y a plein de choses emmêlées, désagréables, et qu'en fait, on a chacun à faire un retour sur notre propre vécu, sur nos émotions, sur nos blessures, parce que c'est les blessures non vues qui, pour moi, engendrent ce genre de problème dans un groupe, et d'accueillir nos émotions et de pouvoir accueillir d'autres là où l'on est. Donc, il y avait une sorte d'analphabétisme émotionnel assez fort en groupe, alors que pourtant, je pense qu'en individuel, c'était toutes des personnes vraiment très chouettes et j'ai apprécié de travailler avec beaucoup d'entre eux. Il y avait une forme d'écrasement. Et puis, ben, forcément, il y a cet écrasement qui se passe à l'intérieur, de soi-même à soi-même, avec les émotions, il y a l'écrasement dans le groupe. Mais il y avait aussi le contexte particulier d'un ministre de la coopération qui, à l'époque, faisait passer des examens à toutes les ONG pour voir lesquels il allait continuer à financer, lesquels il allait mettre au bac. Et donc, toutes les ONG devaient répondre à des exigences qui ne faisaient pas du tout partie de la culture des ONG. Et en fait, c'était une sorte de course intérieure et extérieure à être les meilleurs. Et donc, en fait, on voit comment la violence, elle est à la fois au niveau institutionnel supérieur, hein, qui venait des décisions politiques, parce que je pense que ça a impacté beaucoup d'ONG à l'intérieur, et puis ben, au niveau du groupe, et puis au niveau de l'individu. Et moi, comme je le vois aujourd'hui, c'est que chaque niveau reflète les autres. Et il n'y en a pas spécialement un qui fait que ça marche pas ailleurs, mais il y a un jeu entre les deux. Et pour dire aussi, pour la situation actuelle, oui, il y a des décisions qui nous paraissent violentes aujourd'hui, mais peut-être qu'elles reflètent des décisions violentes que nous-mêmes nous prenons à l'intérieur de nous, vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà un peu pour moi, pour mon parcours. Et puis, ben, ça m'a amené au final à me former comme thérapeute. Ben, c'est quelque chose qui était en moi depuis très très longtemps, mais il m'a fallu le temps avant de vraiment me former à ça. Et puis, ben, j'ai quitté les ONG pour travailler dans la non-violence.
Je me suis rendu compte que les ONG, même celles issues de fondateurs qui étaient des grandes figures non violentes, avaient abandonné cette approche-là, qu'on n'était plus mis en avant. Et j'ai pu retrouver ça ailleurs et j'ai pu retrouver ça aussi en Inde. Parce que je suis retournée voyager en Inde, j'ai rencontré des mouvements non violents là-bas. Et je vais, ouais, je vais pas trop étaler là-dessus, mais il y a une chose que j'ai envie de partager, qui m'a fort frappée, sur le mouvement Ekta Parishad en Inde. Ils font des marches avec des milliers de personnes et c'est vraiment la suite de Gandhi. Et ils font ça beaucoup pour les petits paysans en Inde. Ils ont obtenu, alors maintenant il y a des retours en arrière, mais ils ont obtenu dans le temps pas mal de choses, des avancées de la part du gouvernement. Et en fait, un de leurs points forts, moi, que j'ai vu, c'est qu'ils considèrent toujours que le gouvernement ou le potentiel ennemi qui en fait met des bâtons dans les roues, eh ben, c'est un potentiel allié, c'est un potentiel ami. Et le leader du mouvement continue toujours à contacter le plus possible tel ou tel ministre quand il y a une marche pour lui expliquer, voilà, voilà combien on est, voilà en fait la situation des paysans, et à leur parler d'égal à égal et en expliquant ce qui se passe. Et donc, il n'est pas du tout dans une démarche de revendication et de lutte, comme en fait c'est souvent le cas dans les ONG. Quand on analyse ce qui se passe au niveau politique, en fait, on est dans la lutte, il y a de la rage, il y a de la colère, et en fait, on ne se rend pas compte qu'en luttant contre, quelque part, ben, on renforce aussi. Et donc là, moi, j'ai découvert cette sagesse de toujours considérer celui que je pouvais voir avant comme le potentiel ennemi, comme un potentiel allié. Mm. Et ça transforme beaucoup de choses. Ouais, je pense. D'ailleurs, je pense que Gandhi écrivait pas mal de lettres à la personne qui était désignée comme l'ennemi euh, pour garder un lien, pour essayer de faire changer, etc. Enfin, je ne sais pas si c'était dans le but de faire changer, mais en tout cas, si je ne me trompe pas, il écrivait pas mal de lettres faites d'empathie, où il commençait par cher ami, etc., etc. Mm-hmm. Et moi, ça me fait penser à mes formations en médecine chinoise, en acupuncture, etc. Où, ben oui, il y a ce tai-chi, quoi, ce yin-yang, où ben, on est toujours à ami-ennemi aussi, en fait. Où on n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est une transformation constante. Euh, que, en fait, le positionnement ferme, ben, quand on prend par rapport au militantisme, le fait d'être militant, déjà, va avoir une conséquence, va avoir une répercussion. Euh, c'est souvent ce qu'on oublie un peu, j'ai l'impression, nous, on est persuadés d'avoir une cause juste, etc., et que ça justifie alors, et finalement, ça justifie une violence en retour, quoi. Et c'est ça la violence, finalement, c'est la réaction, quoi. C'est la réaction incontrôlée, finalement. C'est la réaction. On n'est plus dans la création, voilà. On est dans la réaction. Et je pense que c'est Marshall Rosenberg qui disait d'être qu'à partir du moment où on est dans la réaction ou dans la soumission, ben, on est déjà plus libre de ce qu'on fait, quoi. Et pour prendre le taiji, tiens, je vais peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas le taiji, si j'avais préparé, parce que je me connais, je sais que j'en parle toujours. Donc, je me suis dit que, comme je venais d'en parler, j'allais peut-être expliquer un peu ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de méprise par rapport à ça. Et c'est déjà très bien que tu dises que ça s'appelle le taiji, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, c'est un symbole yin-yang, mais je ne suis pas sûre que tout le monde sait que ça s'appelle un taiji. Oui, c'est ça. Et puis, on parle aussi souvent du yin et du yang.
Ce qui est déjà une erreur en soi parce qu'on parle du yin-yang en fait. Parce que l'un n'est jamais divisé de l'autre. L'un sans l'autre, c'est la mort. Il y a toujours l'un et l'autre. C'est pour ça qu'il est représenté comme ça. Et donc, ce qu'il représente, souvent quand je pose la question, un peu en sachant que la réponse que je reçois, en sachant qu'elle sera sûrement fausse, c'est qu'est-ce que ça représente pour vous, etc. Et souvent, la réponse que j'ai, en partie, c'est le bien et le mal, etc. Et en fait, c'est l'inverse de ça. C'est justement, ici, ce que ça représente, c'est la course du soleil. Donc ici, il s'élève à gauche, donc à l'est, et donc il va grandir, enfin il va y avoir de plus en plus d'ensoleillement, et quand on arrive à midi, quand il est au zénith, eh ben, c'est déjà la nuit qui commence en fait. Et donc c'est pas, il n'y a pas l'un et puis l'autre, c'est une transformation constante. C'est ça que ça veut dire. Et donc c'est pas deux choses opposées, mais c'est deux faces d'une même chose. Et justement, quand on est dans l'un ou dans l'autre, c'est sans comprendre qu'en fait, il y a une perpétuelle transformation. Ouais, et que, en fait, ici, on voit très bien si, par exemple, je suis là et je me dis, je veux qu'il fasse jour, je veux qu'il fasse jour, je veux qu'il fasse jour, c'est impossible. Donc, je me fais déjà violence, quoi. Alors que je suis au plein milieu de la nuit, si je veux qu'il fasse jour, on comprend très vite que c'est absurde et que je me fais violence pour rien. Eh ben, c'est pareil par rapport à tout, en fait. J'aimerais, je ressens de la colère, j'aimerais ne pas ressentir de la colère. Euh, euh, ou un tel, par exemple par rapport aux ONG, le militantisme, etc., j'aimerais que l'autre ne fasse pas ça. Oui, pourtant il le fait, je suis déjà dans une souffrance. En fait, la souffrance n'est pas la douleur. Quand on regarde ce que disent les enseignements bouddhistes, c'est il y a une part de douleur qu'on ne va pas pouvoir contrôler. Il y a une part inhérente à la vie qui est cette dualité, qui est oui-non, etc., et qui est aussi faite d'une certaine douleur. Par contre, euh, si on va entretenir une chose qui n'est pas là, ou si il y a une différence entre ce qui est et ce que je veux, eh ben, c'est là que commence la souffrance. Et c'est là on peut l'éviter. C'est-à-dire que si je veux que exactement ce que j'ai, alors c'est le paradis sur Terre. Et puis si je veux tout le temps ce que je n'ai pas, eh ben, alors c'est la souffrance constante. Alors on se retrouve dans l'enfer sur Terre ou le paradis sur Terre. Et puis après, il y a aussi un autre ici qu'on appelle le Hutu, qui est où ici on parle déjà du manifesté, quoi. On parle de notre vie, l'humain, ce que nous on connaît en fait, avec le bien, le mal, etc. Mais en médecine chinoise, enfin dans la pensée taoïste, on parle avant tout du principe organisateur, du vide créateur, et en fait de ce qui n'a pas de nom, ce qui ne peut pas être nommé, le Tao. C'est-à-dire, lorsque je le nomme, c'est déjà plus le Tao. Parce que on parle du ciel antérieur, c'est-à-dire ce qu'il y avait avant, qui est à l'origine de la création, ce qui est à l'origine de la dualité et de la manifestation. Et ici, il est manifesté. Enfin, donc, par définition, ce n'est plus le Tao, mais c'est une manifestation, c'est notre représentation. Et, mais tout ça pour dire que, effectivement, en plus on va être en bordure, si on veut, en plus on va être coupé de notre centre, coupé du ciel, comme ça arrive parfois,
au plus on va être dans la souffrance. Par contre, au plus on va se centrer, au moins on est en, comment dire, on est dépendant, au moins on est affecté, comme dans l'œil du cyclone, quoi. Et En donc fait, ça, ouais, à partir du centre, c'est plus facile d'accepter ce qui est ouais, c'est ça. au lieu de vouloir autre chose. Mais sans ça, tout en étant, en restant conscient que ça ne va pas disparaître pour autant, qu'on reste humain et que cette dualité est une part de douleur, une part ouais, de cette dualité ben, va rester, quoi. On ne peut pas faire semblant que même les plus grands yogis, etc., ben, justement, sont bien conscients que ils nous ramènent à ça justement parce qu'on a cette tendance dans les milieux spirituels, d'autant plus, à vouloir fuir une certaine réalité. Et, donc c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir que, ben oui, que qu'est-ce qui, oui, quelle est notre intention, quoi. C'est là où on retrouve le centre quelque part aussi. C'est dans l'intention. Et est-ce que mon intention est de fuir quelque chose ou de lutter quelque chose, ou est-ce que mon intention est d'être au service d'être centré et d'agir à partir oui, de mon centre et de ce qui est ajusté, quoi. Oui, et moi, ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est cet espace de, comme je disais, d'accueillir la réalité pour ce qu'elle est. Ça ne va pas disparaître, mais ça me fait penser aussi à la gratitude, hein, que la puissance de la gratitude, elle commence par juste accueillir ce que j'ai maintenant. Mm. Et c'est un peu ça qui se passe. Et si ce que j'ai, c'est un mélange de choses qui me paraissent bonnes et moins bonnes, mais d'apprendre à les sentir et à les accueillir. Ouais. Mm. Et ça, c'est un peu c'est un peu le point crucial de toute la pratique, en fait, hein. Mm. Pour chaque thérapie, pour chaque pratique personnelle. C'est pour ça que dans toutes mes pratiques, finalement, au cœur de tout, ben, il y a ce centre, il y a cette pratique de la méditation, cette pratique méditative et cette pratique de la non-violence, quoi. Ni pousser, ni tirer, ni comme dans l'aïkido, ben, on va, on va essayer au mieux qu'on peut de, de, de suivre le sens des choses, de Ouais. faire preuve de bon sens d'abord, et puis de suivre le sens. Et tu parles là de pratiques de non-violence, de Aikido. Ce serait peut-être bien pour les personnes qui écoutent d'un peu dire aussi ce que c'est l'Aikido. Puis dans ta pratique de la non-violence, il y a la communication non-violente aussi, un peu préciser ça. Ouais, ouais. Mais l'aïkido, c'est une pratique de paix, d'abord, d'harmonie, comme le nom l'indique. En fait, ici, il est marqué aïkido, et le premier symbole signifie harmonie. C'est harmonie, chi et do. Donc, euh, harmonie, l'énergie, et le do, c'est la voix. Et donc, l'harmonie, en fait, c'est un toit, une bouche. C'est clair que tout était beaucoup plus simple comme ça, en fait, hein. Donc, c'est une vision commune, en fait, c'est l'unité, hein. Après, on peut le voir de différentes manières, mais oui, ici, en tout cas, le signe représente un toit et une bouche. Le chi, bon, ben, c'est ce qu'il faut vraiment expliquer. En fait, on a l'aspect du feu, et puis après, on a un grain de riz. Bon, ici, le pictogramme a beaucoup changé, mais avant, on voyait très clairement, ben, oui, les flammes, un grain de riz, et puis les vapeurs. On peut encore les distinguer vaguement, les vapeurs ici. Et en fait, il y a ces différents aspects, mais justement, le plus manifesté, le moins manifesté, en fait, cette harmonie entre les choses, hein. Et bon, ça, c'est pour manifester vraiment le chi. Donc, il y a différents chi en médecine chinoise.
Et puis le Do, c'est le chemin, quoi. C'est un chemin, une sentinelle. Et, Et concrètement, c'est... ouais. Et concrètement, l'aïkido, donc c'est la voie de l'harmonie. Et l'harmonie, ce sera aller dans le même sens, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, concrètement, physiquement, l'aïkido, on ne va jamais aller contre. Donc, s'il y a un coup qui nous arrive, eh ben, on va absorber ce coup, euh, le rediriger et rajouter un peu de notre énergie en plus pour le retourner contre l'initiateur, quoi. Et donc, peut-être dans l'hypothèse qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit, Ouais, l'aïkido, c'est une pratique, c'est un art martial c'est ça. qui se pratique en général à plusieurs. C'est ça. Ouais. Que dire de plus Oui, je pense que voilà, et on va. Ouais, et puis le but, c'est l'évolution de soi-même, en fait. Donc c'est l'harmonie, mais l'harmonie, elle commence par soi aussi. Et aller dans le même sens qu'un coup, c'est quelque chose, ouais, par rapport à suivre, comprendre à travers les techniques comment ne pas s'opposer, mais il y a aussi soi-même. On va évoluer. Comme on pratique, quand on pratique une technique, on les pratique toutes parce que elles sont calées sur des lois universelles qui est justement Kino Nagare, aller dans le même sens, le centre, le Kimisubi, c'est-à-dire l'effet miroir, le, le Shizé, la posture, c'est-à-dire le Mawai, l'espace-temps, etc., etc. Donc ça doit être tout le temps faisable parce que c'est des lois qui sont universelles et du coup, on devrait jamais, si ça ne fonctionne pas, c'est que c'est plus de l'aïkido, quoi, parce que ça peut suivre ce fonctionnement. Et puis, ce que je veux dire aussi, oui, c'est que comme quand on pratique une technique, on les pratique toutes, eh ben, il y a une chose qui est toujours pareille, quoi qu'on fasse, où qu'on aille, c'est nous-mêmes. Et donc, si on change nous-mêmes, on change tout ce qu'on fait. Et donc, c'est le but à travers les techniques. Les techniques, c'est juste des techniques, et donc c'est un moyen, c'est un outil. Et on va utiliser la bonne technique au bon moment, comme on va utiliser le bon outil au bon moment. Mais ça va nous aider nous-mêmes. On dit que la technique, c'est 10%, plus ou moins. Et que, en fait, le dos, en fait, c'est le reste, c'est le plus important. Et c'est là que toi, tu vis la pratique de la non-violence. Tu dis, en fait, c'est à partir de soi-même et de la technique que tu choisis ou qu'en fait les choses changent. Ouais, ouais. Et c'est là où vraiment ouais, on touche à la non-violence, où c'est là où on va s'opposer ni contre ce qui se passe, l'environnement. On va apprendre à même le comprendre, aller dans le même sens, comprendre justement ces lois universelles et où on va comprendre soi-même comment on fonctionne et on va essayer d'être non-violent, ni par rapport à son environnement, ni par rapport à soi-même. Ouais. Et Et par rapport à la CNV dont tu parlais, la CNV, c'est la communication non violente. Donc, c'est Marshall Rosenberg qui est le fondateur. Et il a créé, ça lui est venu, je pense qu'il avait, pour la petite histoire, il avait été victime d'une agression par des petits copains d'école, je crois. Et puis, sur leur tour, il s'est mis à réfléchir et puis il est arrivé à la maison. Et je crois que c'était son oncle ou quoi qui nourrissait sa
sa grand-mère ou un parent à lui. Et en fait, il s'est rappelé que quand il se faisait agresser, en fait, ses agresseurs souriaient. Et, et, euh, et, euh, et quand il est arrivé à la maison, il voyait son oncle qui souriait alors qu'il était en train d'aider son parent à manger. Et donc, il s'est dit, mais quel est le lien? Qu'est-ce qui fait que, que des situations aussi extrêmes, euh, quel est le lien, quel est le tronc commun, c'est ça? Et ça l'a amené à comprendre que, en fait, le tronc commun de l'humanité était dans les besoins. Et que, en fait, ce sourire était l'expression d'un besoin qui était nourri, quelque part. Et, euh, et alors, après, on a des stratégies différentes et plus ou moins tragiques de nourrir nos besoins. Donc, c'est malheureux, parfois, on utilise d'autres et de manière tragique pour nourrir des besoins. Mais toujours est-il que voilà, il en est arrivé à, à concevoir cette communication en 4 étapes. Et donc, la première étape, c'est l'observation. Et l'observation, c'est l'observation pure à l'image d'une caméra, quoi. C'est vraiment ce que je vois, ce que j'entends, ce que je pense, ce que je ressens, mais vraiment comme un observateur neutre. Et déjà là, c'est déjà pas si facile. Mais on verra parce qu'on va faire l'exercice en fin de séminaire. Et la deuxième étape, donc l'observation, première étape. Deuxième étape, c'est le ressenti, c'est le sentiment. Et ça, c'est tout un apprentissage de savoir en fait, mais quel est mon sentiment et après, mais des nuances. Après, on peut s'aider, il y a des listes de ressentis. Et puis, la troisième étape, c'est le besoin, c'est discerner quel est le besoin. Et la dernière étape, c'est la demande ou l'action qu'on va mettre, l'habitude qu'on va mettre en mouvement. Et donc, avec ces 4 petites étapes, il y a moyen de faire des petits miracles. Et l'idée, c'est surtout la communication authentique, comme on peut l'appeler aussi, et c'est se relier. C'est se relier à soi-même, à l'autre, et de traduire. C'est vraiment un système de traduction de nos propres sentiments, de nos propres besoins avant tout, plus que la technique justement en soi, comme avec l'aïkido en fait, c'est pareil. C'est vraiment une aide. Si ça aide à aller dans le bon sens, tant mieux, mais on pourrait très bien l'utiliser dans un mauvais sens aussi, comme une arme en fait, comme un couteau. On pourrait l'utiliser pour faire des mets délicieux et on peut l'utiliser pour commettre un assassinat. Donc, c'est une pratique constante, on n'a jamais fini et il y a toujours ce soi, cette intention juste, etc., qui est primordiale pour pouvoir l'utiliser de la meilleure manière. Ah oui, je suis vraiment touchée d'entendre ce que tu partages là-dessus. En fait, ça résonne assez fort chez moi, ce que tu décris de cette pratique-là. Alors moi, je l'exprime peut-être par des mots un peu différents. Moi, au niveau de ma pratique personnelle, en fait, de la non-violence, je connais la CNV, donc la communication non violente. J'ai aussi été formée à d'autres pratiques. Et puis, en fait, moi, dans ma vie, je cherche toujours aussi le chemin qui me convient à moi et qui s'adapte à qui je suis. Et donc, parfois, ça peut arriver que je transforme un peu les choses. Mais quand je réfléchissais à cette question, voilà, comment moi je pratique la non-violence au niveau personnel, comme j'ai dit, ça a d'abord été un chemin de descendre à l'intérieur de moi et d'aller. La première chose, c'est d'être non violente vis-à-vis de moi-même et d'accueillir là où j'en suis, d'accepter ce qui m'arrive
et à partir de là, en fait, d'aller vers de la bienveillance. Et ça peut demander un certain temps parce que à chaque fois que je pouvais retomber sur des blessures de mon passé ou on en a parlé tout à l'heure, hein, aussi des blessures de l'enfance que je n'avais pas encore visitées, eh ben, ça reprovoque à nouveau, ça pouvait reprovoquer des remous. Et donc, il fallait le temps que ça s'apaise pour que j'y vois plus clair, pour que je puisse observer, mais aussi parce que on parle d'observation et j'aimais beaucoup l'explication que tu donnais de l'observation. Parfois, dans la communication non violente, les gens comprennent qu'observer, c'est aussi observer les faits, ce qui se passe réellement. Et c'est vrai qu'il y a ça, mais observer, c'est aussi développer cette capacité à observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et qu'à ce moment-là, je réagis d'une façon qui est déclenchée par quelque chose d'extérieur, mais c'est parce que ça vient réveiller tout ce qui se joue en moi. Et donc, l'observation, elle est dans les deux sens. Ça me semble déjà quelque chose d'assez important. Et moi, quelque chose qui m'a aussi beaucoup soutenue et en tant que thérapeute aujourd'hui, c'est l'IFS, donc l'Internal Family System, euh, qui en fait permet vraiment d'aller visiter à l'intérieur de soi les différentes parts qui réagissent. Et la spécificité de l'ISF, c'est pas tellement non plus de parler en termes de parts, parce qu'on va trouver ça dans beaucoup de techniques de développement personnel, mais c'est de relier, de remettre le lien entre ces parts et notre centre. Et c'est vraiment ça qui est le point fort pour moi de l'IFS. Parce qu'à partir de ce calme et développer ce calme, développer ce centre, que ce soit dans la méditation ou du mouvement ou d'autres pratiques, parce que chacun peut avoir de la respiration, hein, chacun peut avoir ses pratiques, et ben, c'est beaucoup plus facile d'aller voir voilà, quelle est la part de moi qui maintenant est activée, qu'est-ce qu'elle vit, de voir, elle peut être en combat avec d'autres parts, et donc de petit à petit recréer le lien entre elle et le centre, ça apaise énormément. Et c'est une alliance en fait qui se fait. Et c'est aussi pour ça souvent que je dis, quand on parle d'ego, parfois dans différents discours spirituels, oui, mais ça c'est l'ego et tout. Ben oui, c'est l'ego. Et en fait, l'ego, on n'a pas besoin de le balayer, ça marche pas. C'est justement, il porte toutes ces blessures-là et c'est remettre du lien avec. Et petit à petit aussi, quand ça se transforme, il y a des richesses énormes qui sortent de ça. Et c'est ces richesses-là donc ce travail intérieur fait que ces richesses qu'on va aller débloquer là, eh ben, elles vont dans la relation, elles vont servir et je vais pouvoir m'adresser à l'autre personne non plus à partir d'une part blessée de moi, mais en revenant de plus en plus au centre de moi. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Hein. Encore aujourd'hui, je vois que j'ai des moments où je ne vais pas faire tout le parcours avant de parler ou quand je parle avec quelqu'un. Et pour faire ce trajet, c'est beaucoup plus facile de le faire en étant accompagné par un thérapeute. Ça va beaucoup plus vite que de faire tout seul souvent. Il y a des personnes qui font tout seul, mais quand on est accompagné par un thérapeute qui nous correspond, on a un espace de non-jugement, on a un espace de bienveillance de la part du thérapeute qui aide à développer ce non-jugement vis-à-vis de soi, qui aide à développer cette bienveillance et après la personne va pouvoir le manifester dans sa vie autour d'elle aussi. Et donc, ça rebondit, ça fait de rayonnement en fait autour. Ouais. Et aussi, quand on parle aussi, donc il y a cette observation hein, qui est pour moi à la fois observer les faits à l'extérieur, mais cette capacité d'observation de ce que je vis à l'intérieur, de ce qui se manifeste là, en restant évidemment le plus possible centré. Ce n'est pas toujours possible. Parfois, il va falloir prendre un temps de recul pour avoir cette centration. Il y a évidemment, comme tu disais, les ressentis, les émotions à pouvoir accueillir et l'observation va aussi aider à ça, à les accueillir de manière écologique et à les laisser s'exprimer. Et puis, il y a les besoins, c'est une étape vraiment importante et parfois, on ne sait pas encore c'est quoi nos besoins. Et c'est OK, il y a un chemin à faire pour ça. On en est là où on en est et selon les domaines, parfois on ne sait pas encore parce qu'il y a des besoins qui n'ont jamais été reconnus ou des besoins qu'on ressent de la honte par rapport à ces besoins-là parce que dans l'enfance, ce n'était pas spécialement mis en avant, on a l'impression qu'on n'aurait jamais de réponse parce qu'on n'a pas eu avant. Et par rapport aux besoins, je pense aussi beaucoup à Marshall Rosenberg. Il y a une histoire qui m'avait fort touchée, qui raconte dans son livre
Donc, Marshall Rosenberg a été formé au départ par Carl Rogers, qui est aussi celui qui a développé la méthode humaniste à laquelle moi j'ai été formée. Et, et pourquoi je le précise? Parce que dans cet exemple, je trouve qu'on retrouve fort l'aspect humaniste. Marshall Rosenberg a un jour eu en consultation une personne qui ne parlait pas, qui ne disait rien. Et il a passé des séances et des séances avec cette personne à lui parler et à lui dire oui, peut-être que vous ressentez ceci, donc à reformuler ce que la personne aurait pu sentir. Mais comme la personne ne lui disait rien, ne lui répondait pas, était incapable de parler, et donc probablement beaucoup de figement, elle ne pouvait pas lui donner le signe que c'était OK, le signe que c'était vraiment ça qu'elle disait. Mais il a continué avec beaucoup de douceur. Et à une dernière séance, cette personne est venue. Elle a très, très peu parlé, mais elle lui a mis un papier dans la main à la fin de la séance. Et en fait, dans ce papier, elle lui disait merci de tout ce qu'il lui avait dit pendant toutes les séances et que ça l'avait vraiment aidé à sortir de l'impasse dans laquelle elle était. Et moi, quand je lisais ça, ça me touchait énormément. D'abord parce que c'est une expérience que j'avais vécue moi en Inde avec une femme lépreuse qui vivait dans la rue et je lui ai dit bonjour pendant plus d'un an, tous les matins. Elle ne répondait pas et je continue à le faire. Et il y a un lien qui s'est mis avec elle plus d'un an après. Et on était plusieurs et elle nous a expliqué après dans sa langue comme elle pouvait que nous, on a pu comprendre en tout cas ce qu'elle nous disait à ce moment-là, que en fait, à chaque fois qu'on lui disait bonjour, elle sentait que sa vie avait quand même un peu de sens. Et après, il y a une relation qui a pu se mettre avec elle. Mais il a fallu un an et demi de lui parler, de s'adresser à elle sans qu'elle réponde, sans qu'elle dise rien. Et c'est aussi pour dire que cette histoire de besoin, eh ben, on peut parfois être dans des zones de figement qui font qu'on ne va pas arriver tout de suite à exprimer les besoins, qu'il y a un chemin à faire avec ça. Et que dans ces cas-là, l'approche qui dit oui, mais c'est l'autre qui doit prendre la responsabilité de ses besoins. Oui, ben, c'est vrai, mais en même temps, il y a des cas où il faut pouvoir l'adapter pour vraiment rejoindre l'autre et que lui, petit à petit, puisse faire le chemin. On reste à viser l'intention, c'est évidemment que la personne puisse à un moment donné de plus en plus prendre la responsabilité de ses besoins. Mais ça se peut que dans certaines zones, il y ait tellement de figement qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. Et en tant que thérapeute, c'est sans rentrer dans un rôle de sauveur, mais il est tout à fait possible de faire ça avec beaucoup de douceur. Et du coup, ça va aider aussi d'autres petit à petit à émerger et à retrouver suffisamment d'énergie pour après pouvoir faire le chemin. Parce qu'après le besoin, il y a la demande, mais dans ces cas-là, la personne est incapable de faire une demande. Et puis après, il y a l'étape de la demande, ça peut être très confrontant parce que demander, ça veut dire s'exposer à un non, ça veut dire s'exposer à ne pas recevoir. Et j'avais remarqué aussi parfois dans certains stages, pour certaines personnes, ça semble évident que s'ils demandent, ils vont recevoir, enfin, que s'ils demandent, l'autre doit leur donner. Et en fait, la demande, c'est pas ça, c'est rester dans sa responsabilité. C'est intéressant de faire l'expérience d'avoir cette exigence et puis de se heurter à un non pour s'en rendre compte. Et en fait, c'est pas spécialement l'autre qui doit répondre à la demande, c'est pas spécialement cet autre-là. Un de mes premiers thérapeutes chez qui j'ai été longtemps, et je me rappelle qu'il disait oui, mais quand un restaurant est fermé, pourquoi s'obstiner à frapper à la porte de ce restaurant-là? Il y a plein d'autres restaurants. Donc parfois, on ne peut avoir une exigence vis-à-vis d'une personne, alors qu'en fait, il y a plein d'autres façons de pouvoir répondre à ça. Et souvent, c'est d'abord développer de soi à soi de répondre à sa demande. Voilà un peu voilà comment moi je vois ce déroulement-là et par rapport à la pratique de la non-violence. Ouais. Et alors Gaëtan, je ne sais pas si tu veux encore ajouter quelque chose ou si tu veux passer à l'exercice. Oui, non, je suis content que tu abordes le thème de la responsabilité. Et puis ça me faisait penser aussi que je voulais rajouter par rapport aux thérapeutes, par exemple, qu'on peut aller voir. Effectivement, il y a
il y aura un besoin de voir un thérapeute par rapport à d'autres aspects aussi, j'ai l'impression, euh, par rapport au fait que on est souvent absorbé dans quand une blessure est tellement ancienne et tellement vive qu'elle s'apparente vraiment à un danger de mort imminent, parce que quand on était enfant, il y a, on est dépendant de notre parent, et puis si on adapte notre structure caractérielle, comme je disais, notre structure énergétique, et vraiment notre vitalité va être bloquée à tel ou tel endroit. Et, et, euh, et, et donc, il y a vraiment oui, cet aspect de mort où donc c'est très très intense. Et donc, quand il y a une situation qui s'apparente, ne fût-ce que de près ou de loin, à cette situation qu'on a vécue étant enfant, eh ben, il y a une défense qui se met en place. Et il y a une défense, et il y a aussi, donc où on est identifié à la part qui défend, ou on est identifié à la part blessée. Et alors là, c'est très difficile de faire ce genre de travail seul. Mais après, ça c'est une part de ce qu'on peut faire pour aborder ces, euh, ces blessures très anciennes, très profondes. Euh, et des thérapeutes comme ça, voilà, il y en a peu dans mon expérience. Pour moi, il faut quelqu'un qui ait déjà fait ce chemin, ou qui ou qui ait aussi tout un tas de casquettes différentes et tout un tas d'aptitudes différentes. Mais d'un autre côté, il y a aussi justement cette, cette approche du centrage et des aptitudes personnelles qu'on va développer par le développement de soi, où on va justement élargir notre conscience et où ce qui va nous permettre de se décoller un peu. Parce que on est, quand on est identifié à l'un ou à l'autre, il n'y a pas moins de relationner. Et pour être non violent ou pour quoi que ce soit, il va falloir rentrer en relation avec soi-même. Et d'ailleurs, pour moi, c'est la relation qui soigne. Deuxième chose pour laquelle, selon moi, un thérapeute va aider, c'est être témoin. Parce qu'après un moment, même si on s'est développé tellement et qu'on a toutes les aptitudes, etc., toutes les compétences pour, se guérir soi-même, il manquera quand même ce témoin. Et, et voilà. Donc, je pense que rien n'est impossible et je pars juste de ce que je pense, ce que j'expérimente, etc. Après, si vous me dites que vous y arrivez autrement, il y a pas de souci, je suis à l'écoute et je demande qu'à apprendre. Mais voilà, je pense qu'il y a ces aspects-là qui sont intéressants à, à, à rappeler. Et, et oui, c'est ça. Donc l'autre aspect, c'est vraiment le développement et le fait d'élargir sa conscience et élargir l'espace qu'il peut accueillir, comme on disait déjà plus tôt, hein, pour se décoller, se désidentifier et pour pouvoir rentrer en relation et s'offrir de l'empathie, s'offrir de l'amour à cette part qui est blessée, quoi. Ouais. Ouais. Et, et ben oui, si on peut démarrer l'exercice. Mhm. Oui, Oui. je veux juste dire en t'entendant, en fait, c'est incroyable la richesse on a à l'intérieur de nous. Ouais. Et les ressources, Mhm. je crois qu'on ne sollicite pas toujours. Ouais, ouais. Et le thérapeute, il n'est pas là pour le faire à la place de la personne, il est vraiment là comme témoin pour l'accompagner. Mais en fait, chacun peut aller trouver tout ça à l'intérieur de lui.
c'est une aventure humaine incroyable, irremplaçable. D'ailleurs, la personne sera déterminante, vraiment. Tu peux avoir un thérapeute très, très doué, etc. Mais la personne, ce sera en fonction de là où est la personne. Euh, et puis, dans l'autre sens, le thérapeute peut guérir que les personnes qui peut guérir en fonction de là où il est sur son chemin. Donc, c'est vraiment. Par contre, c'est vraiment la personne soignée qui est déterminante. Qui, ouais, qui va pouvoir. Comment dire? C'est elle qui fait le boulot, quoi. Pour le dire simplement. Le thérapeute, il guide et il est témoin, effectivement, mais c'est la personne soignée qui est déterminante. Oui, en fait, aller voir un thérapeute, c'est investir dans sa richesse intérieure quelque part. Ouais, 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 c'est ça. Ben, Tu nous proposes un exercice? ouais. Eh ben, déjà, ça, ce sera un exercice de guérison qu'on peut faire pour soi-même au quotidien. Euh, donc, pour tout un tas de petites blessures du quotidien ou de petits conflits plutôt du quotidien, ce sera déjà, on peut déjà faire ça. Et déjà, rien que, je voulais ajouter aussi peut-être que rien que l'approche méditative, ça va déjà régler tout un tas de soucis, peut-être 80% par des choses, par juste une approche méditative, on peut les gérer soi-même. Là, je parlais du thérapeute par rapport à justement certaines blessures bien spécifiques. Euh, et après, il y a des petites démarches, comment dire, des petits schémas, oui, des petits rituels qu'on peut mettre en place au quotidien pour les conflits du quotidien. Et celui qu'on va explorer là tout de suite en est un. Euh, il y a plusieurs manières de l'aborder, mais là, on va vraiment prendre, comme on est sur la démarche non violente, ben, je propose qu'on prenne vraiment les 4 étapes de la communication non violente. Et donc, pour les personnes qui nous suivent ou qui nous regardent en différé, je propose de s'installer confortablement, prendre une posture agréable qu'on peut tenir un moment. Et puis, euh, on peut prendre un moment pour se poser aussi, ressentir le corps, observer la respiration. Pour arriver dans cette première phase qui sera la phase d'observation. Et ce qu'on va observer, c'est une situation. Je vais demander de se rappeler une situation qui nous a réactivés. Ça peut être récent, ce qui peut aider pour s'en rappeler facilement, ou ça peut être vraiment quelque chose qui a été très intense et une situation qu'on a envie de dénouer vraiment. Donc, ça peut être par rapport avec à soi-même, mais peut-être ce sera plus évident dans le premier temps, pour une première fois, si c'est le cas, de prendre une situation conflictuelle avec quelqu'un. Donc, réactiver, je définis un peu, c'est-à-dire que ben, il y a une blessure qui a été réactivée. Quand on sait comment savoir si on est réactivé, il y a plus ou moins trois éléments qui ne trompent pas. Il y a l'intensité, il y a le fait que ça revienne de manière récurrente, et puis il y a l'impuissance. C'est qu'on se voit on se voit faire et on est comme impuissant. On sait que voilà, ça nous arrive et on aimerait même faire autrement, mais voilà. Et donc on peut être réactivé par dans notre
ce qui peut être réactivé, ça peut être tristesse, colère, ou même une réaction de survie, c'est-à-dire fight, freeze, fly, c'est-à-dire se battre, être figé ou fuir. Je laisse un moment à tout le monde pour trouver cette situation. Et une fois qu'on y est, je propose d'observer là où on est. Tiens, dans quelle pièce je suis, à quel endroit, quelle personne. Donc, je rappelle, on observe à la manière d'une caméra. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce que je me dis? L'invitation, c'est d'accueillir déjà ce qui se présente. Une fois qu'on a observé, ben, on va justement accueillir le ressenti. Donc on peut s'aider d'une liste. Si vous n'avez pas la liste, vous pouvez vous la procurer plus tard en tapant ça sur Internet. Donc, on peut aussi faire la distinction entre, euh, dans l'observation, on peut, on peut faire la distinction entre est-ce que je suis dans une observation neutre ou est-ce qu'il y a déjà une évaluation. Par exemple, si je me vois dire quelque chose dans cette situation, si je dis par exemple tu cries fort ou je suis comme ceci, je suis comme cela, ça peut être déjà une évaluation. Parce que crier, ça peut être déjà, ou fort, ça peut être aussi une évaluation. Donc, il se dit ceci, cela, je ressens ceci, cela. Et alors, on va sentir où est-ce que ça se trouve dans le corps. J'ai tel sentiment et je le ressens où dans le corps. Parfois, on peut avoir une sensation dans le corps et on peut ne pas comprendre quel est le sentiment aussi. Alors, on peut s'aider justement des réactions de survie, ou bien on peut utiliser des couleurs. Tiens, est-ce que c'est plutôt sombre, plutôt clair? Est-ce que si j'imagine un animal à cet endroit-là, est-ce qu'il a plutôt envie de se défendre? Est-ce qu'il a plutôt envie de s'en aller? Euh, est-ce qu'il est plutôt figé? On peut même se dire, tiens, de 1 à 10, quel est le degré d'intensité? Ce qui nous permettra de contrôler à la fin de la séance, tiens, est-ce qu'on est toujours au même degré? Ouais, une fois que c'est fait, je propose d'observer un endroit dans le corps euh, qui peut accueillir ça. On est, est-ce qu'il y a un endroit dans le corps qui peut... ouais.
qui est plus détendu, ou qui est plus libre et qui peut déjà aider à faire circuler ces sentiments. On peut s'aider de la respiration aussi. Ça peut être intense, ça peut demander du courage. Juste rester avec. Ne pas essayer de faire quoi que ce soit. Juste rester avec. Et puis on peut se demander quel est mon besoin. Si j'ai telle réaction, donc la réaction m'appartient, elle n'est pas, elle n'est pas due à ce qui se passe, malgré qu'il se passe ceci ou cela, que ou telle chose ait été dite, ben je prends responsable pour euh, mon sentiment. D'ailleurs, une personne peut très bien avoir une réaction par rapport à une action et une autre personne, une réaction complètement différente. Donc on voit bien que notre réaction nous appartient. Et alors, pour savoir quel est le besoin, on peut peut-être s'aider de la phrase quel est mon j'aime vivre? Qu'est-ce que j'aime vivre que je ne vis pas dans cet instant? Quelle serait quelle serait la situation idéale? Et alors, quel sentiment serait nourri par cette situation? Sans oublier de respirer et de ressentir le corps. C'est dans le corps que ça se passe, ce n'est pas dans le mental. Et tout est le bienvenu. Il n'y a pas de sentiment interdit, de besoin interdit. On est dans un espace sécurisé. Tout est OK. Et une fois qu'on a pu discerner le ou les besoins, on va pouvoir accueillir ou les nourrir de différentes manières. On va pouvoir y faire quelque chose. Il y a toujours l'approche passive qui va être l'accueil et l'approche plutôt active où on va quand même faire une action, mettre en place quelque chose. Une des actions qu'on peut mettre en place, c'est se connecter à ce besoin de nourrir soi-même. Rappel à ses ressources. Qu'est-ce qui en moi? Quelle part de moi peut générer
Est-ce qu'il y a une part de moi qui a les moyens de générer de l'empathie, de la relayance, de la reconnaissance, ou peu importe quel est le besoin, de l'amour, la compréhension du sens. On peut prendre un moment. Ce qui peut aider pour trouver les ressources, c'est tout en étant connecté à la partie qui est activée, sentiments ou besoins, on peut juste ouvrir notre cœur de manière un peu quantique, c'est-à-dire s'ouvrir à la transformation, au changement. Si on veut s'aider de quelque chose, on peut imaginer le, le zoom, comment dire, l'ouverture, comme l'ouverture dans l'appareil photo qui s'ouvre et la lumière qui passe à travers. On peut imaginer une, une pluie de lumière. On peut se connecter à de l'amour, à l'amour qu'on a pour quelqu'un de proche. On peut se connecter à quelque chose qui nous connecte à cet amour ou à cette ouverture en tout cas. Ouais. Et une deuxième possibilité, ça peut être, si par exemple on n'a pas les moyens, ben, ça peut être quelque chose à mettre en place. Je vais mettre une habitude en place au quotidien. Tiens, ben, quand cette situation se passe, ben, je vais faire ceci ou cela. Ça peut être pour éviter la friction, ça peut être carrément ben, de s'éloigner un peu, de prendre soin de soi. Ça peut être choisir une situation plutôt qu'une autre. Comme on disait tout à l'heure, la différence entre la stratégie et le besoin, c'est que la stratégie, c'est une stratégie, souvent on a une personne unique, une stratégie unique, et ben alors on souffre parce que si la stratégie n'est pas rejointe, si on n'est pas rejoint de notre besoin, ben, ça pose problème. Le propre du besoin, c'est qu'il y a 36 000 possibilités pour nourrir ce besoin. Donc, peut-être à mettre en place une stratégie qui serait plus susceptible de nourrir notre besoin. Et puis, on peut faire une demande. On peut demander, on peut, après avoir expliqué, tiens, quand tu dis ceci, cela, quand tu fais ceci, cela, je me sens comme ceci, cela, je et ça parce que j'ai tel besoin. Et la demande, ça peut être juste commencer par vérifier, tiens, qu'est-ce que ça te fait de savoir que moi, qu'est-ce que ça te fait que je t'explique ce qui est vivant pour moi. Puis ça peut être une demande, est-ce que tu serais d'accord peut-être de
de faire ceci, cela, ou d'adapter, tout en étant ouvert à la possibilité que la réponse soit non. Et puis on peut reprendre la situation vraiment et voir, tiens, est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que quelque chose a bougé à l'intérieur du corps? Est-ce que je suis autant réactivé à 1 à 10? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a autre chose qui se manifeste? Et alors on pourra refaire le processus un peu plus tard. Un autre besoin, une autre réaction. Et à chaque fois, donc évidemment, ben, tout ça n'est que, bien sûr qu'une proposition. Et, et si ça vous aide, vous pouvez bien sûr le reproduire. Mais évidemment, il n'y a pas d'obligation. J'aurais peut-être pu le dire au début, mais ça me semblait évident. Maintenant, ce que j'aimerais rappeler aussi, c'est que on peut toujours regarder, tiens, quelle est mon émotion et quelle est mon émotion par rapport à cette émotion. Ma réaction, c'est ça. Est-ce qu'il y a une réaction par rapport à la réaction? Et ça, c'est peut-être ce qu'on pourra travailler dans un second temps. Et c'est possible que ça dure un moment. C'est possible que qu'on touche à une limite et que on fasse euh, qui est un autre besoin, qui est une autre situation qui doit se débloquer pour pouvoir aider une telle situation. Donc voilà, ça observer, c'est au cas par cas. Et surtout, ça va se rappeler d'être tolérant par rapport à nous-mêmes et aux moyens qu'on a à chaque instant. Voilà. Quand on le sent, on peut revenir, ouvrir les yeux, se remettre en mouvement. Oh, merci. Avec plaisir. Comment ça a été? Est-ce que tu as Alors, fait quelque chose ou... moi, je sens de la détente. Et Hmm. alors, c'est marrant parce que quand tu disais il y a la réaction par rapport à la réaction, je sentais ma réaction d'être beaucoup plus, d'avoir plus de distance par rapport à la situation que j'ai choisie. Et puis, du coup, ma réaction, c'était de la joie. Donc, j'étais là, oh oui, elle pose pas de problème, mais elle peut toujours être accueillie. C'est intéressant de l'accueillir aussi. Et c'est bien peut-être de préciser aussi que une séance thérapeutique, un processus, n'est pas toujours un processus négatif où on pleure, où on a du ressenti négatif, mais ça peut très bien être un processus positif. Mm, tout à fait. Ben oui, oui. C'est pas à bannir, quoi. Honnêtement, pas à profiter même. À profiter, ouais. Bon, ben, merci beaucoup, Gaëtan, pour ces échanges, pour tout ce qui a été partagé aujourd'hui, et puis pour cet exercice. Et pour les personnes qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à mettre le replay, à refaire l'exercice. Et comme c'était très bien expliqué là aussi, quand il y a une réaction à ce qui se passe, eh ben, on peut tout à fait s'occuper de la réaction. En fait, on n'est jamais bloqué. C'est ça. Euh, Et si on arrive à percevoir le fluide et sa direction. ouais, Ouais, ouais. En tout cas, un grand merci à toi et merci à tout le monde. ouais. Ben, avec plaisir.
Et voilà, on va quitter la diffusion en direct. Donc, au revoir à tout le monde et à bientôt. Au revoir. Alors là, je vais aussi stopper l'enregistrement.